L'Éthiopie, terre mythique et bouleversante qui se brise dans le grand rift. Je vous emmène sur les hauts plateaux d'Abyssinie, royaume des singes Gélada. Je vous convie à un périple, à la découverte des terres et des peuples. Depuis le parc national du Simien, j'emprunte les sentiers millénaires parcourus par les bergers, qui me mèneront au Ras Dachen, le plus haut sommet du pays, qui culmine à 4543 mètres. Quel plaisir indicible de découvrir ces contrées enviolées, qui nous réservent des surprises sans cesse renouvelées, pour nous imprégner et vivre pleinement cette Éthiopie éternelle. L'ascension s'intensifie, au milieu des bruyères arborescentes couvertes de lichen. On s'enfonce progressivement dans la végétation dense qui s'est implantée sur ces montagnes vertigineuses. Au fur et à mesure, les paysages se révèlent avec force. Nous dominons d'incroyables abysses, des kilomètres de falaises telles de véritables forteresses. Au sommet, parmi les nuages, je suis accueilli chaleureusement par le peuple des montagnes, gardien d'une culture millénaire toujours en mouvement. Je descends ainsi les escarpements du rift jusque dans la région du Tigray. Là, au milieu d'un réseau de montagnes tabulaires et de falaises, s'étend le mont Geralta. 3 jours durant, j'escalade ces reliefs pour me rendre au sommet des plus hauts pitons rocheux. L'escalade n'est pas de tout repos pour gravir ces parois abruptes. Mais en haut se cachent des merveilles. Des églises troglodytiques du IVe siècle, creusées à même la roche tendre. Seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé au cours de son histoire, et entouré de pays musulmans, l'Éthiopie a pendant tout ce temps su préserver la religion chrétienne orthodoxe quasiment telle qu'elle existait à son origine. Comme je ne suis pas autorisé à filmer à l'intérieur de ces églises, pour ne pas détériorer les superbes fresques qui ornent leurs murs, vous devrez venir jusque-là par vous-même si vous souhaitez voyager dans le temps et admirer ces bijoux. C'est un véritable particularisme en Afrique. Commencé il y a 30 millions d'années, la formation du Grand Rift africain, qui s'étend sur plus de 6000 km, a façonné ces territoires. La pression magmatique a fait se soulever l'écorce terrestre.
où des couches successives de basalte et de tuf se sont accumulées pour former ces reliefs déconcertants. L'érosion, parallèlement, a fait son œuvre, et la continue inlassablement, charriant les scories et les roches les plus faibles pour créer un décor spectaculaire, époustouflant, que nous allons parcourir à pied. Plus on prend de l'altitude, plus les prises pour escalader se font rares et les passages de plus en plus étroits. Je dois quitter mes chaussures de marche pour accéder aux hauteurs, où le panorama est à couper le souffle. Le voyage se poursuit dans l'une des contrées les plus hostiles de la planète. Un désert où les montagnes de sel se dressent comme les tours d'une ville ravagée. Le Dalol, sans conteste l'un des sites géologiques parmi les plus étonnants au monde. Un pays où les eaux bouillonnantes laissent deviner le tumulte qui se joue sous la surface. Rien ne vit ici, mais l'activité tellurique s'affiche au grand jour. En afar, Dalol signifie désintégré ou décomposé, à cause bien sûr de ses sources chaudes acides. Les affleurements de soufre, d'évaporite et d'oxyde de fer ont sculpté un paysage hors norme. Je déambule prudemment sur les concrétions de saumure et de soude, dans un décor surréaliste, aux couleurs psychédéliques et chatoyantes. Le sel de la dépression se mélange aux minéraux volcaniques pour créer des vasques d'acide sulfurique, source thermale dont les eaux extraordinairement riches en minéraux emplissent des petites vasques aux teintes vertes fluorescentes. Cet environnement désolé n'a été redécouvert que récemment par les scientifiques, en raison des conflits géopolitiques avec l'Érythrée, dont la frontière toute proche n'est qu'à une quinzaine de kilomètres. Ce paysage pousse à l'absurde tout ce que je croyais possible sur une terre habitée. Ici, on est véritablement au plus près de ce à quoi devait ressembler le monde à ses origines. En balayant l'horizon du regard, on en arrive à douter si l'on ne s'est pas égaré sur une autre planète. Je quitte enfin le Dalol et ses paysages mystiques pour aller à la rencontre des Afars. Les caravanes chamelières se succèdent par dizaines en direction du lac Karun, aujourd'hui asséché, créant de gigantesques réserves de sel.
Les Afars, qui se sont installés depuis des millénaires sur ces terres arides, ont depuis très longtemps mis en place le commerce du sel. Le sel est récolté lorsqu'il est tout à fait sec. Il faut d'abord soulever la croûte superficielle, puis la casser à la hache, pour en extraire des plaques. Sans relâche, les hommes s'affairent à leur tâche sous le soleil de plomb, de l'endroit le plus chaud sur la planète. Les plaques sont ensuite équarries sous forme de blocs de 40 cm de large environ, pour en faciliter le transport. Les blocs de sel ainsi façonnés sont chargés un à un sur les dromadaires, qui peuvent en porter jusqu'à une quinzaine chacun. Les plaques sont ficelées entre elles, puis recouvertes d'une toile de jute pour ne pas blesser les animaux. Les bêtes les plus jeunes, pas encore résignées, protestent souvent contre le travail forcé. Les dromadaires chargés sont attachés les uns à la suite des autres. Et commence alors une longue et lente procession qui se perpétue siècle après siècle pour amener le ciel sur les hauts plateaux où il est absent, et pourtant si utile à la vie. L'ancestrale piste caravanière qui relie le lac Karoum et le marché de Mekele à une semaine de marche est toujours très active de nos jours, au point qu'il s'agit de la plus importante route chamelière du monde. Pour préserver leur activité, les caravaniers ont pour l'instant obtenu du gouvernement que les camions s'arrêtent à la ville la plus proche de Béréalé. Mais pour combien de temps encore cette activité séculaire prévaudra sur la technologie et la rentabilité? L'Erta Allée, la montagne qui fume en Afar. En fin de journée, après avoir négocié notre passage et les dromadaires de batte qui achemineront notre bivouac, nous entamons la montée sur ce volcan bouclier. Les pentes ne sont pas raides, et le chemin se fait entre les récentes coulées de basalte qui descendent des roches encordées. Après 4 heures de marche en pleine nuit, nous arrivons sur le bord de la caldeira. Là,
En contrebas, la terre vit, bouge, gronde, danse, ondule sous les poussées magmatiques, qui font de ce volcan l'un des rares lacs de lave quasi permanents au monde. Notre prochaine étape dans l'expédition est le lac Abbé, à cheval sur la frontière entre l'Éthiopie et Djibouti. Ici et là, jaillissent des sources chaudes à une centaine de degrés. Les cheminées ruiniformes qui se découpent sur le ciel crépusculaire sont les ultimes témoins d'un lac vieux de 6000 ans. Épuisé et émerveillé, je rejoins le camp de base pour y passer la nuit. Au matin, j'émerge de ma daboïta, l'habitat traditionnel des Afars, pour rejoindre les abords marécageux du lac. Puis je dis adieu à ces splendides colosses pour rejoindre un 4x4 qui me conduit à nouveau vers l'inconnu. Je laisse derrière moi l'Éthiopie pour rentrer en République de Djibouti. Je découvre une terre jeune et sauvage, enfantée dans les chaudrons titanesques des entrailles de la terre. En débouchant sur le lac Assal, le spectacle est saisissant. Le lac est situé sur une zone d'effondrement, à 157 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas du continent africain. Le sol de la banquise de sel est tapissé de milliards de cristaux qui se défont et se reforment au gré des apports en eau. Ces eaux, d'une couleur bleu turquoise, se lovent dans un cadre de volcans et de lave noire. Leur teneur en minéraux en font le lac le plus salé au monde. Le lac est alimenté par 6 sources qui sont réchauffées à plus de 90 degrés en s'infiltrant dans les bordures du rift. En ce point, l'écorce terrestre n'a pas 5 km d'épaisseur, alors qu'elle est en moyenne de plusieurs dizaines de kilomètres normalement. En me réveillant sur la banquise, je pense au chemin qu'il me faudra parcourir pour atteindre la mer Rouge, de l'autre côté des montagnes qui encerclent le lac. En franchissant le col, je laisse derrière moi le lac Assal, à la rencontre de la mer Rouge, au fond du golfe de Tadjoura.
Ici, le rift semble s'être fait la veille, tellement la faille est visible. En 1978, l'écartement des plaques a brusquement donné naissance au volcan Ardoukoba, ainsi qu'à cette faille, longue de 12 km, qui s'étire entre le lac Cassale et la mer Rouge. Je marche littéralement entre deux plaques tectoniques, entre la plaque arabique et la plaque africaine qui s'en détache de 2 cm par an. Selon les scientifiques, cette fissure donnera dans quelques milliers d'années naissance au futur océan érythréen. Au hasard de mon chemin, je m'aventure dans un tunnel de lave. La lave en fusion qui s'écoulait ici a formé une croûte solide autour d'elle, avant de s'évider en laissant une cavité en forme de galerie. En m'extirpant du souterrain, je touche à mon but. La mer Rouge est à portée de main. Ces eaux cristallines sonnent comme une récompense à tous mes efforts pour la rejoindre. Je gagne rapidement la plage des Sables Blancs pour un premier bain dans les eaux translucides. Les bas-fonds regorgent d'une richesse incroyable. Les poissons chirurgiens ne sont pas farouches. En période de ponte, ils font tout pour défendre leur nid. J'emprunte un bateau de pêcheur pour rejoindre le port de Tadjoura, où j'embarquerai sur un boutre qui naviguera jusqu'au point final de mon voyage, la ville de Djibouti. L'activité bat son plein sur le port pour le chargement du boutre. Le bois, les chèvres et les différentes denrées sont chargés à bord, et chacun y va de son grain de sel pour savoir quelle est la meilleure façon d'agencer tout ce fatras.
J'ai le cœur serré en pensant que ce voyage touche à son terme. Il m'aura fallu 1 mois pour rallier les plus hauts sommets d'Éthiopie aux plages de Djibouti. Et je suis maintenant sur mon dernier trajet, celui qui me mènera à l'aéroport, pour une autre destination, inconnue elle aussi. Voilà, c'est ici que se termine notre voyage. J'espère qu'il vous aura donné envie de partir par vous-même explorer ces merveilles de la nature. L'aventure Love Explore continue et je vous retrouve dès le mois prochain.